Bonjour et bienvenue en tête-à-tête sur France 24. Notre invité cette semaine est Mamadou Ismaïla Konaté. C'est un ancien ministre de la Justice du Mali entre 2016 et 2017. Il est également avocat au barreau de Paris et du Mali. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors le 25 avril, une offensive coordonnée entre le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le JNIM, affilié à Al-Qaïda, et les rebelles touaregs du Front de libération de l'Azawad, a permis à cette coalition de reprendre le contrôle de la grande ville de Kidal, mais aussi de frapper la junte militaire au cœur, à savoir dans la ville garnison de Kati, en tuant notamment le ministre de la Défense, Sadio Camara. Est-ce une surprise pour vous ? Oui, c'est une surprise parce qu'au bout du compte, quand on voit la conséquence majeure qui est la mort du ministre malien de la Défense, oui, c'est une surprise. C'est d'autant plus une surprise que c'est vrai qu'il y avait quelques signaux qui pouvaient nous permettre aujourd'hui de comprendre qu'au nord du Mali, les groupes terroristes s'étaient alliés avec le JNIM dans des conditions inacceptables et que la dynamique n'était ni plus ni moins que de mener des vraies actions de terreur. Et le fait d'avoir attaqué Bamako, Kati et la garnison et bien d'autres villes encore, et au bout, de façon malheureuse et regrettable, tuer le ministre de la Défense, c'est un signal assez fort. Alors, est-ce que justement la junte, avec ses alliés de l'Africa Corps, les Russes, les mercenaires russes, n'a pas fait une erreur majeure en ne voyant pas? On se souvient qu'il y avait eu des offensives plutôt à l'ouest du pays et finalement la menace était bien au nord, là où sont implantés les rebelles à la fois touaregs et les djihadistes. Elle est à la fois à l'ouest, au nord, au centre et aujourd'hui à Bamako et autour de Bamako. Elle est partout donc. Elle est partout et ça dénote de ce que l'option qu'a faite la junte militaire de mettre un terme aux accords d'Alger d'une part, de pouvoir rapatrier ce débat sur les accords à Bamako et finalement de ne rien faire de tout cela, nous a mis dans un contexte assez difficile. D'un point de vue militaire, d'un point de vue stratégique, on s'est exposé vis-à-vis de la reprise de Kidal qui a été saluée à un moment. Mais cette reprise de Kidal, c'était au terme d'une bataille assez harde avec un soutien les miliciens russes à ce niveau-là. Mais il ne s'agissait pas du tout de remettre la main sur Kidal si on n'avait pas déployé des actions véritablement politiques à Kidal, notamment renouées avec les communautés de Kidal. C'était une victoire à la Pyrrhus finalement. Bien évidemment, c'est une victoire à la Pyrrhus parce qu'on savait bien que les communautés qu'on avait sorties de Kidal étaient déterminées à revenir et ils sont revenus. Et malgré la présence des Russes aux côtés des Fama, l'armée malienne a été obligée de décamper à ce niveau. Ce n'est pas seulement à Kidal, c'est encore sur d'autres localités de la région de Kidal sur lesquelles l'armée nationale s'est mise en retrait. Les Russes ont aussi signé un accord avec les rebelles pour pouvoir partir de Kidal. Qu'est-ce que ça dit de l'alliance de la Russie avec la junte, On a vu des images du chef de la junte, le général Assimi Goïta, avec des officiels russes. Mais est-ce que la Russie n'est pas en train de lâcher la junte ? Je ne sais pas si elle lâche, mais en tout cas, elle a donné des gros signes d'inquiétude. Le nord du Mali a été retrouvé par l'armée nationale du Mali en grande partie grâce à la participation des militaires russes aux côtés des Fama. Et de ce point de vue-là, quand on regarde les conditions dans lesquelles la Russie a signé une reddition pour pouvoir se sortir de Kidal, il y a de quoi être inquiet en ce qui concerne la suite militaire dans cette zone-là. Et c'est pour ça que les Maliens doivent prendre conscience que le tout militaire n'est une option qui est totalement erronée. Mais il semble que c'est la seule option possible pour Assimi Goïta. Il a pris la suite de Sadio Camara en tant que ministre de la Défense. Il a nommé un nouveau chef d'état-major. Son seul choix, c'est de combattre, parce que sinon, il va disparaître. Vous avez raison, parce que depuis 6 ans que cette junte militaire est à la tête du Mali, il n'y a eu aucune option autre que militaire. Et cette option militaire qui nous a permis de mettre la main sur Kidal, qu'on a perdu dans des conditions difficiles et inacceptables, est le signe aujourd'hui que ce tout militaire ne marche pas. Les options diplomatiques qui ont consisté à se couper de toute la planète, d'abord au plan intérieur avec les acteurs politiques, au plan extérieur avec tout ce qui nous entoure et au niveau de la communauté internationale, cette rupture aujourd'hui est un non-sens absolu. On expose le Mali et les Maliens dans des conditions telles où le tout militaire n'est pas efficace, le tout militaire a montré ses limites.
Quel est l'objectif des rebelles? Parce qu'il y a le JNIM d'un côté, on imagine que l'objectif est assez clair, hein, un État islamique pur et dur. Il y a aussi les rebelles du FLA qui ont toujours revendiqué l'autonomie, si ce n'est l'indépendance du Nord, hein, l'Azawad. Est-ce que ça va être possible, si jamais ils arrivent à leur fin, de trouver un compromis? Est-ce que c'est juste des alliés de circonstances qui vont finir par s'affronter? 2012, ils se sont alliés dans les mêmes conditions et 2012, ils se sont séparés dans des conditions assez dramatiques. 2026, 14 ans après, ils reprennent encore le même chemin et aujourd'hui, si la dynamique est d'imposer un islamisme pas de mise aujourd'hui dans un pays comme le Mali, parce qu'il y a quand même une histoire assez ancienne, une culture assez immense. Le rapport du Mali et de l'islam n'est pas cet islam rigoureux dans lequel on a vu quand même des pieds et des mains coupés au nord du Mali en 2012. Cette alliance aujourd'hui est d'autant plus inquiétante qu'elle doit imposer justement le dialogue. Et c'est pour cela que les autorités nationales du Mali doivent comprendre que ce tout militaire ne peut pas mener le Mali à la paix et que ce combat aussi est un combat qui, à la longue, va être très lassant. Et les Maliens ont besoin de prendre conscience aujourd'hui, de se dire qu'il y a une autre option, qui est l'option du dialogue, l'option de la paix et l'option de la dynamique qui permettent aujourd'hui de lutter contre le terrorisme. Mais le dialogue, c'est le dialogue donc avec le FLA, mais aussi avec le JNIM de Iyad Akrali. Est-ce que ça, à vos yeux, c'est acceptable, même si, évidemment, cela peut rebuter un certain nombre de Maliens, notamment peut-être au sud du pays? D'abord, en premier, le dialogue, il doit être malien à l'interne. Tous ceux qui, aujourd'hui, ont été exclus du débat politique, n'ont pas eu l'occasion d'exprimer leurs opinions parce que simplement la junte au pouvoir a pensé que l'anéantissement des libertés et le bannissement des droits était une option, ça ne l'est plus. Et aujourd'hui, on ne peut rien faire d'autre que de réunir les Maliens dans un ensemble national. Dans cet ensemble, bien évidemment, il y a d'autres fils et filles du Mali qui se sont égarés, qui ont pris des armes contre le Mali et qui ont tiré souvent sur des Maliens, notamment sur les forces de défense et de sécurité. De ce point de vue-là, il faut que ce dialogue soit le plus extensif possible. Il faut que ce dialogue concerne tout le monde pour que tous les sujets soient mis autour de la table et qu'on puisse discuter. Mais est-ce qu'il n'est pas trop tard? Est-ce que justement les rebelles touaregs et les djihadistes ne sentent pas que c'est le moment, finalement, de reprendre le contrôle total du pays? Le Mali, aujourd'hui, semble très très vulnérable. S'ils y arrivent, ils y arriveront par la force. Oui. Et par la force, on ne peut pas se maintenir contre le gré des gens qui ne veulent pas. Et de ce point de vue-là, aujourd'hui, il faut que les partis en face, les protagonistes, mais surtout les Maliens, ceux-là qui, aujourd'hui, ne s'expriment pas, prennent conscience aujourd'hui que nous avons été menacés par un danger aujourd'hui, que c'est un danger de mort. Ce dialogue-là, il est nécessaire, il est ultime, et il vaut pour toutes les parties. Personne ne s'imposera par le biais de la force. Mais le problème, c'est que, vous le savez bien, la junte qui devait rendre le pouvoir aux civils ne va pas le rendre. Les partis ont été suspendus. La vie civile, les organisations civiques et tout ça n'ont pas voix au chapitre. Qui va pouvoir parler au nom des Maliens? Il faut bien que cette junte comprenne aujourd'hui qu'elle est en train de mener le Mali et les Maliens dans le gouffre. Ce constat-là, aujourd'hui, au bout de 6 ans, on doit pouvoir le faire pour dire aujourd'hui qu'ils n'ont plus aucune capacité de mener le Mali vers la paix. En faisant ce constat-là aujourd'hui, il faut qu'elle accepte aujourd'hui de se démettre dans des conditions négociées, dans des conditions très bien organisées, et que les Maliens et les Maliennes aujourd'hui prennent conscience qu'il y a une suite à prendre. Et cette suite à prendre aujourd'hui doit se faire dans le cadre du dialogue, doit se faire dans le cadre des échanges, doit se faire avec tous les fils et filles de Mali. Est-ce que, de façon réaliste, vous pensez que Assimi Goïta va accepter de se démettre? Alors, 2 choses. Qu'il n'accepte pas de se démettre est une chose, et qu'il veuille amener le Mali jusqu'au gouffre est une deuxième chose qui doit être insupportable pour les Maliens. L'ONU s'est inquiétée le 5 mai, je cite, d'exécutions d'enlèvements extrajudiciaires qui auraient été perpétrées par les forces de sécurité. Il y a eu plusieurs personnalités qui ont disparu, notamment l'avocat très connu Muntaga Tall. Est-ce que ça indique que le régime est prêt à tout pour se maintenir au pouvoir? Ils sont en train de se radicaliser en face d'une situation aussi dramatique que l'attentat terroriste des 25 et 26.
au terme de ces attentats-là, c'est quand même le ministre de la Défense et numéro 2 de la junte qui a été tué dans des conditions, encore une fois, inacceptables, que l'on ne trouve rien d'autre à offrir aux Maliens que la chasse aux sorcières, aller trouver des poux dans la tête des gens, aller les enlever dans des conditions insupportables au Mali et les garder au frais hors la justice, hors les acteurs de la justice, cela n'est pas compréhensible. Notre confrère Muntagatal a été enlevé dans des conditions inacceptables. Le barreau a donné de la voix à ce niveau, c'est fort appréciable, mais Muntagatal et d'autres subissent aujourd'hui des situations qui sont anormales. Et de ce point de vue-là, il faut rappeler simplement les exigences de l'état de droit et le Mali ne peut pas s'extraire de cette contrainte-là. Le Mali est en danger de mort. Bien évidemment que le Mali est en danger de mort, c'est pas tout. Le pire, c'est qu'on nous expose Maliens en danger de mort dès lors qu'on a mis un terme inexplicable au dialogue entre les Maliens du Nord et du Sud, dès lors qu'on empêche aux gens d'exprimer leurs opinions, dès lors qu'on bafoue des droits, ça devient insupportable aujourd'hui que de voir un régime qui n'a d'autres propositions à faire, d'autres offres à faire aux Mali, aux Maliens, que le gouffre. Mamadou Ismaïla Konaté, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de France 24 pour répondre à nos questions et merci à vous d'avoir suivi cette édition dans Tête à Tête sur nos antennes. Merci beaucoup.